Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule, première capsule du chapitre 11 sur les équations de Maxwell dans le cadre du cours PHS 1102. Pour commencer le chapitre, on va parler des opérateurs divergence et rotationnels. Donc, ce sont deux opérateurs qu'on peut appliquer sur des champs vectoriels, comme un champ électrique ou un champ magnétique, qui vont nous permettre de réécrire les équations de Maxwell sous forme différentielle à partir des équations de Maxwell sous forme intégrale. Donc, avant de faire ça, on va parler de ces opérateurs-là, on va parler de comment les calculer, comment les appliquer à un champ vectoriel, puis qu'est-ce qu'ils représentent. Alors, l'opérateur divergence, on l'a déjà vu au chapitre 6, quand on a parlé de l'équation de Laplace, entre autres. Je vous rappelle, c'est quoi? Donc, l'opérateur divergence, c'est un opérateur qui va prendre un champ vectoriel. Donc ici, F, le champ vectoriel, c'est un champ arbitraire. Ça aurait pu être le champ électrique E, ça aurait pu être le champ magnétique H ou B, ou le champ électrique D, peu importe. Donc un champ vectoriel qui est un vecteur, donc il y a trois composantes, une en X, une en Y, une en Z, et que ces composantes-là peuvent varier en chaque point de l'espace. Okay? Donc, je prends mon champ vectoriel, j'applique l'opérateur divergence. Donc, l'opérateur divergence, on peut le noter de deux façons. Soit on met div f, ou sinon, donc la notation qu'on va prendre plus dans ce cours-ci, ça va être l'opération, la notation plutôt gradient avec un produit scalaire. Okay, donc, l'opérateur ici gradient, on l'appelle aussi l'opérateur nabla ou del. Donc, on va dire del.f par exemple. Donc, mathématiquement, en coordonnées cartésiennes, ça revient à prendre la dérivée de la composante en x par rapport à x, de l'additionner à la dérivée de la composante en y par rapport à y, et de l'additionner à la dérivée de la composante en z par rapport à z. Okay? Donc, l'opérateur divergence, c'est un opérateur qui prend un champ vectoriel et qui produit donc un champ scalaire. Le résultat, là, donc la somme des trois dérivées partielles ici, c'est un scalaire. Ça n'a pas de direction, ça n'a pas d'orientation, ça a simplement un signe, plus ou moins. En coordonnées cartésiennes, on peut obtenir la formule ici sans s'en rappeler en appliquant directement la définition avec l'opérateur gradient. Donc ici, si vous prenez l'opérateur gradient puis que vous faites vraiment le produit scalaire avec le champ f, vous allez obtenir cette somme-là ici. Okay? Faut faire attention avec ça, ça marche en coordonnées cartésiennes, mais ça ne marche pas dans les autres systèmes de coordonnées. Donc, dans les autres systèmes de coordonnées, on a des équations qu'on peut démontrer mathématiquement, qu'on ne va pas faire dans le cadre du cours. Mais donc, il suffit de prendre des vecteurs unitaires qui varient dans l'espace et on obtient des équations un peu plus complexes. Ces équations-là, pour les coordonnées cylindriques et sphériques, sont à l'annexe 4 du manuel. On ne vous demande pas de les savoir par cœur, simplement de savoir quand les utiliser et d'aller à l'annexe 4 pour les trouver. Donc, vous voyez que ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Quand on est en cylindrique, on a une composante, donc ρ, un angle phi, une composante z, donc il y a trois termes. Et en coordonnées sphériques, mais selon la distance radiale r, l'angle, l'inclinaison θ et l'angle azimutal phi, on a encore une fois trois termes à additionner. Okay? Concrètement, qu'est-ce que ça représente l'opérateur divergence? Bien, ça le dit un petit peu dans le nom. L'opérateur divergence va regarder, donc on va regarder en un point de l'espace. Si on calcule la divergence d'un champ à ce point-là, on va regarder à quel point le champ va justement diverger à partir de ce point-là. Okay? Fait que, par exemple, donc ici, ce que j'ai, c'est un petit rectangle autour d'un point qu'on pourrait considérer central. Donc, je calcule la divergence en ce point-là. Donc, ça veut dire que je prends un petit rectangle autour et je regarde comment les lignes du champ entrent et sortent. S'il y a autant de lignes de champ qui entrent que de lignes de champ qui sortent, ben, par définition, la divergence sera égale à 0. Okay? Ici, j'ai mis D comme champ vectoriel, c'est juste une notation, là, ça n'a pas rapport avec D nécessairement du théorème de Gauss. Alors, l'équivalent de ça, ça pourrait dire, ben, si on prend une rivière, si je prends un contour sur la rivière, ben, par définition, c'est sûr qu'il y a autant d'eau qui rentre que d'eau qui sort, donc la divergence sur ce rectangle-là serait 0. Okay? Par contre, il y a des situations où est-ce qu'on va avoir des sources. Donc, si je prends un point proche d'une source, ben, la source va émettre des lignes de champ. Donc, il y aura seulement des lignes de champ qui sortent de la surface. Il n'y en aura pas qui vont rentrer, ou du moins, il va en avoir moins qui vont rentrer qu'il y en a qui sortent. Alors, ça, dans ce cas-là, on a vraiment un champ qui va diverger, qui va sortir, émaner du point, et donc on va avoir une divergence positive. Quand on va faire le calcul de la divergence, ça va nous donner un chiffre positif. Ce serait le cas, par exemple, d'une fontaine. Si on prenait un point proche de la source d'eau, ben, il y aurait juste de l'eau qui sort vers le haut, donc on aurait une sorte de source. Okay?
c'est une analogie un peu discutable, mais c'est pour vous donner une idée un peu. Le cas contraire pourrait se produire, on pourrait avoir un drain. Okay? Donc un drain ici, on pourrait avoir des lignes de champ qui entrent dans la surface, mais moins de lignes qui sortent ou aucune ligne qui sorte. Et donc ça correspondrait à une divergence qui serait négative. Des lignes qui entrent, divergence négative. Un drain, donc on peut penser évidemment au drain d'un évier ou d'un lavabo. Donc l'eau entre dans le drain, mais n'en ressort pas. Donc c'est une sorte de drain. C'est une image pour voir un peu l'interprétation. Évidemment, donc là on vous montre des analogies avec de l'eau. En fait, donc il y a de l'eau qui circule à des points précis. Mais c'est vrai ici qu'on pourrait voir, ici si on prenait vraiment le champ D, si on se rappelle du théorème de Gauss, le champ D, en fait, va être relié aux charges électriques. Donc, si je n'ai pas de charge dans une surface de Gauss, j'ai autant de lignes qui entrent que de lignes qui sortent, donc la divergence va être nulle. Si j'ai une charge positive, ce serait comme une source, donc qui émet des lignes de champ, j'aurais une divergence positive. Et ici, un drain, ben, ce serait comme une charge négative, donc attire les lignes de champ, donc ce serait une divergence négative. Donc ça, c'est l'opérateur différentiel de la divergence. L'autre opérateur, c'est l'opérateur rotationnel. Donc lui, il est vraiment nouveau, on n'en a pas vraiment parlé. L'opérateur rotationnel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre, donc encore une fois, le champ vectoriel f, il va transformer en un champ vectoriel. Donc tantôt, l'opérateur divergence prenait un champ vectoriel, donnait un champ scalaire. Là, maintenant, l'opérateur rotationnel part d'un champ vectoriel et donne un autre vecteur, un autre champ vectoriel. Notation, il y en a deux encore une fois. Soit on écrit rot de f, sinon on prend encore l'opérateur gradient. Donc on va dire gradient produit vectoriel le champ f. Okay? Donc encore une fois, en coordonnées cartésiennes, on pourrait littéralement prendre l'opérateur gradient. L'opérateur gradient, c'est quoi? C'est dérivé par rapport à x, x chapeau, plus dérivé par rapport à y, y chapeau, plus dérivé par rapport à z, z chapeau. On prend ça, on fait littéralement le produit vectoriel avec f, fx, fy, fz, et on obtiendrait ceci. Okay, donc, vous reconnaissez probablement la forme du produit vectoriel. Là. Donc, par exemple, pour la composante en z, on aurait la dérivée de la composante en y par rapport à x, moins la dérivée de la composante en x par rapport à y, et ça, ce serait la composante selon z chapeau du rotationnel de f. Dans les autres systèmes, ben, il y a encore d'autres formules, on ne va pas les démontrer, on les a données dans l'annexe 4, donc coordonnées cylindriques, on a encore trois termes, en fait trois composantes, une selon ρ chapeau, une selon φ chapeau, une selon z chapeau. Et en sphérique, c'est probablement la plus longue formule dans votre annexe 4. Donc, une composante selon R chapeau, une composante selon θ chapeau, une composante selon φ chapeau. Dans tous les cas, ce que vous remarquez, c'est que c'est vraiment comme le produit vectoriel. Par exemple, la composante selon z en coordonnées cartésiennes, elle fait seulement intervenir les variables x et y. Si je vais en coordonnées sphériques, mais la composante selon θ chapeau, elle fait seulement intervenir les variables r et φ. Okay? Donc, c'est toujours les deux autres variables. Qu'est-ce que ça représente le rotationnel? Bien, le rotationnel, ça exprime la capacité du champ à engendrer de la rotation autour d'un point. Okay? La rotation, on peut en avoir selon les trois axes de l'espace. Donc, par exemple, je peux avoir une rotation selon l'axe Z, je peux avoir une rotation selon l'axe X, je peux avoir une rotation aussi selon l'axe Y, par exemple. Okay? Donc, c'est ça que les trois composantes du rotationnel représentent, c'est la capacité à faire une rotation par rapport à chacun de ces trois axes-là. Concrètement, encore une fois, si on revient à l'analogie avec les fluides, ben, si j'ai de l'eau, par exemple, qui se déplace avec une certaine vitesse vers la droite, la façon de voir s'il y a un rotationnel en un point donné, c'est de s'imaginer qu'on va mettre une petite roue avec des pales, une petite hélice, en un point donné. Donc, si je veux savoir c'est quoi le rotationnel en ce point-là, je mets une roue, une hélice ici, et là, qu'est-ce qui arrive? Si toute l'eau va à la même vitesse, okay, ce n'est pas le cas sur l'image, mais supposons que toute l'eau ici va à la même vitesse V vers la droite, ben, j'aurai autant d'eau qui vient appuyer en haut qu'en bas de la roue. Il y aurait la même impulsion, donc la roue ne tournerait pas, il n'y aurait pas de rotationnel. Par contre, dans la situation aussi qui est illustrée, l'eau en haut a une plus grande vitesse que l'eau en bas. Donc ce qui va arriver, c'est que l'eau qui arrive en haut va faire une force plus grande sur la pale du haut que l'eau qui arrive en bas. Donc s'il y a une force plus grande sur la pale du haut que sur la pale du bas, l'eau va faire tourner la roue, l'hélice, et donc, en ce point-là, il y a un rotationnel non nul. Okay? Et en fait, le vecteur rotationnel, il pointerait dans quelle direction? Bien, il pointerait selon l'axe de rotation de l'hélice, donc perpendiculaire à la page, et il respecterait la règle à main droite. Donc, si par exemple ici, j'ai une roue qui tourne en sens horaire, bien, ça veut dire que
en fait, le rotationnel entrerait dans la page, comme ça. Donc, encore une fois, faites attention à ma main, là. Ma caméra est un peu en miroir selon vous. Mais donc, si vous mettez votre pouce à l'intérieur de la page, au sens du rotationnel, ça va tourner selon l'hélice. Alors, en électromagnétisme, ben, le rotationnel, on peut aussi l'utiliser pour l'appliquer à des champs électriques ou magnétiques. Évidemment, qu'en électromagnétisme, il n'y a pas de quantité réelle qui se déplace. C'est pas comme de l'eau qui se déplace vraiment dans l'espace. Par contre, ça reste des lignes de champ, donc on peut s'imaginer que c'est la même chose. Donc, si on prend une charge ponctuelle qui émet des lignes purement radiales, des lignes de champ E et D purement radiales, ben, si je mets une hélice ici, proche de la charge, ben, l'hélice ne va pas tourner parce qu'il y a autant de lignes de champ à gauche qu'à droite. Et donc, l'hélice va rester stable et ça veut dire que le rotationnel du champ d'une charge ponctuelle est nul partout dans l'espace. Okay? Donc, on dirait que le rotationnel de E, ici, est égal à 0. Par contre, il y a d'autres situations où est-ce que si on se rappelle, par exemple, quand on a un courant vers le haut qui fait un champ magnétique, donc des lignes de champ magnétique concentriques autour du fil avec un courant I, ben là, si je mets une hélice ici, l'hélice, elle va tourner. Pourquoi? Parce que on se rappelle que le champ est plus grand, plus fort, proche du fil, donc dans la région ici, que loin du fil dans la région là. Donc, il y a plus de lignes de champ à gauche de l'hélice qu'à droite de l'hélice, donc l'hélice va tourner en sens horaire. Okay? Je vous rappelle, dans le champ magnétique, il n'y a aucune particule qui se déplace. Si je mettais vraiment une hélice là, elle ne tournerait pas. Mais c'est une analogie pour voir si le rotationnel est nul ou pas. Alors, ici, encore une fois, ben, l'hélice tournera en sens horaire, donc le rotationnel entrerait dans la page, il y aurait une composante selon, on pourrait dire moins Z, si Z c'est l'axe qui sort de la page. Alors, on pourrait dire ici que le rotationnel de H n'est pas nul. Okay? Donc, on va voir en fait à gauche une situation qu'on va être capable de relier au théorème de Gauss. À droite, c'est une situation qu'on va être capable de relier au théorème d'Ampère. Alors, c'est ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui dans cette capsule. Dans la prochaine capsule, on va partir des équations de Maxwell sous forme intégrale, donc nos équations de Maxwell qu'on a trouvées à la fin du chapitre 10. Et on va voir comment, avec les opérateurs divergence et rotationnelle, on peut réécrire ces équations-là, mais en enlevant les signes d'intégration. Donc, on va enlever toute référence à une surface ou à une courbe. On va enlever ça. On va écrire ces équations-là sous forme différentielle. Donc, ça veut dire que nos 4 équations, on va être capable de les appliquer en un point précis. Ça va être utile plus tard pour éventuellement trouver la solution aux équations de Maxwell. Donc, à la prochaine capsule. Portez-vous bien.